Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et je vous souhaiterais, comme de coutume, tout d'abord débuter par deux choses. Remercier évidemment Anne Staquet et les différentes personnes du Musée du Mons pour l'organisation de ce cycle de conférences. Et je souhaiterais aussi les féliciter. Les féliciter pour m'avoir invité. Blague à part, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de ce que l'on fait et a priori de ce que l'on aime faire. Et donc c'est ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui pendant la prochaine heure de mon métier. Et donc, comme son nom l'indique, la psychiatrie légale, mais on verra que le nom déjà, c'est un nom qu'on prononce peu finalement, c'est une discipline qu'on connaît peu. Et avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que quand on parle de psychiatrie de manière générale, mais encore plus de psychiatrie légale, en fait, on parle de quelque chose de beaucoup plus large que cette seule discipline. On parle en fait d'un animal qui est un animal pour le moins complexe, traversé de nombreux tumultes, qui est capable du pire comme du meilleur, et cet animal, c'est l'homme. L'homme en tant qu'espèce, donc homme ou femme, mais c'est l'homme. Pourquoi ? Parce que la psychiatrie légale, c'est quoi ? C'est tout simplement l'histoire d'un homme, moi ou quelqu'un d'autre, qui va interroger un autre homme ou une femme sur des choses extrêmement importantes qui nous concernent toutes et tous ici, comme la normalité, c'est quoi être normal, comme le choix, le libre choix, le libre arbitre, comme le bien, le mal, et donc toute une série d'aspects qui nous concernent toutes et tous au premier plan. Alors, j'aime beaucoup cette citation, qui est une citation de Blaise Pascal, que j'utilise très fréquemment. Je ne vous le cache pas, elle est très souvent dans mes présentations, parce que je trouve qu'elle résume très très bien ce que nous sommes. Et elle, par extension, elle éclabousse sur la complexité de notre métier. Donc je vais la lire quand même. Quelle chimère est-ce donc que l'homme ? Quelle nouveauté ? Quel monstre ? Quel chaos ? Quel sujet de contradiction ? Quel prodige ? Juge de toutes choses ? Imbécile ver de terre ? Dépositaire du vrai ? Cloaque d'incertitude et d'erreur ? Gloire et rebut de l'univers. Alors, je vais... pas mal comme transition. Alors, je vais vous donner une autre citation, qui est une citation qui est cette fois-ci une citation d'un anonyme. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien le cinéma, et c'est la citation d'un ouvrage, d'un roman de Dennis Dean, qui a donné lieu à un film, c'est le film Shutter Island. Je n'en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler, mais au début du film, il y a une citation, je n'ai pas trouvé de qui c'était, mais qui est, je trouve, très intéressante et très parlante par rapport à une population de personnes dont on parlera abondamment ce soir, que sont ce qu'on appelle les internés. Et cette situation, elle dit quoi ? Elle dit « Ne nous oubliez pas, car nous aussi, nous avons vécu, aimé et ri. » Et vous verrez qu'on aura l'occasion, entre guillemets, d'illustrer un petit peu dans le parcours d'un interné les différents mots de cette citation. Alors, le plan du jour, donc après cette petite mise en bouche, on va vraiment faire une introduction, et puis je parlerai d'histoire, puisque c'est un petit peu l'objectif aujourd'hui, l'histoire de la discipline. On parlera un petit peu de l'évolution de la discipline en Belgique. C'est une discipline qui évolue, qui a beaucoup évolué ces dernières années, et donc on se penchera un petit peu sur certaines caractéristiques un petit peu techniques, mais qui vont vous illustrer l'évolution de la discipline. Je donnerai quelques conclusions et enfin, je citerai mes sources, ce qui est toujours un élément très important. Alors, je ne sais pas, en fait, je reconnais quelques visages évidemment, mais je ne sais pas à qui je m'adresse, et donc je me suis dit que j'allais reprendre
depuis le début en expliquant différents concepts et ce qu'étaient vraiment d'abord certaines disciplines pour bien appréhender la suite. Alors, tout d'abord, avant de parler de la psychiatrie légale, qu'est-ce que la psychiatrie? La psychiatrie, c'est une discipline de la médecine, donc une spécialité de la médecine qui, comme on le disait il y a une ou deux générations, s'occupait des maladies de l'esprit. On parlait aussi des fous. Dans la bouche d'un psychiatre, ça n'est jamais quelque chose de très professionnel, mais on parlait des maladies de l'esprit. Alors ensuite, on a parlé discipline médicale qui s'occupe des maladies mentales. Et aujourd'hui, le consensus est de dire discipline médicale qui s'occupe des troubles mentaux. Alors, c'est donc une discipline qui s'inscrit dans un vaste domaine qui est le domaine de la santé mentale, qu'on oppose à tort ou à raison à la santé physique, santé somatique. Et le champ de la psychiatrie est extrêmement vaste. Elle s'intéresse au diagnostic et au traitement des maladies mentales, sans oublier un élément essentiel dont malheureusement on ne parle pas assez souvent, c'est la prévention des maladies mentales. Alors on est aujourd'hui dans une époque de compartimentalisation, voire d'hyper-compartimentalisation de la médecine. Il y a des chirurgiens qui s'occupent du petit doigt gauche, d'autres de... Et en psychiatrie, ça ne fait pas l'exception. La psychiatrie, il y a une compartimentalisation de la discipline, surtout que la discipline est très vaste. Et on a des confrères ou des consoeurs qui, par exemple, se sont spécialisés dans la prise en charge des personnes du 3e ou du 4e ou du 5e âge. On appelle ça des gérontopsychiatres. On a des psychiatres qui s'occupent des enfants, des adolescents. C'est la filière dite infanto-juvénile. On a des psychiatres qui s'occupent d'un aspect très important, surtout de nos jours, c'est les aspects culturels, parce que les dimensions de la maladie mentale sont variables en fonction des endroits dans le monde, en fonction des cultures. C'est ce qu'on appelle des ethnopsychiatres. Et il y en a quelques-uns, très peu, qui se sont un peu perdus et qui s'occupent de cette discipline qu'on appelle la psychiatrie médico-légale, que je vais vous définir maintenant. Alors, le titre est un petit peu... le titre n'est pas véritablement officiel, puisqu'on parle de psychiatrie légale, on parle de psychiatrie médico-légale, on parle de psychiatrie judiciaire. En fait, le titre d'en dessous l'est beaucoup plus, mais il n'est pas encore véritablement rentré dans les mœurs ici en Belgique. C'est l'expression psychiatrie forensique. Forensique, en Suisse, le titre est tout à fait admis. Dans plusieurs pays francophones, ça l'est, au Canada, bien évidemment. Nous, ce n'est pas encore autorisé, à tel point que récemment, dans le cadre d'une formation pour l'expertise, on a essayé de pousser pour l'adoption de cette expression et ça nous a été refusé. Comme quoi, ce n'était pas véritablement français. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup, ça dit bien ce que ça veut dire, puisque en anglais, forensic, c'est science médico-judiciaire. Donc, je pense qu'on devrait aller vers cette appellation, mais bon, voilà, certains ne sont pas encore prêts à lâcher le morceau. Ce n'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que la psychiatrie forensique? Eh bien, c'est une discipline, une surspécialité ou une sous-spécialité de la psychiatrie dans laquelle on va s'occuper, dans laquelle on se situe dans l'interface qui existe entre deux mondes complètement différents. Deux mondes qui n'ont a priori pas grand-chose en commun, qui sont le monde de la justice et le monde de la médecine. Deux mondes qui vont se côtoyer, qui ont des difficultés à communiquer ensemble, mais qui communiquent mieux, qui communiquent de mieux en mieux, je dirais. Mais néanmoins, il reste toute une série d'efforts, il y a encore du travail à faire. Mais le psychiatre médico-légal, c'est ça. Donc il va travailler entre ces deux mondes et il va tenter de répondre, en gros, aux questions qu'on lui pose et des questions qui se situent dans ce no man's land entre la médecine et le droit. Alors voilà ici la définition officielle, je dirais, d'une société savante qui est l'American Academy of Psychiatry and the Law, qui est une petite société scientifique nord-américaine et qui se consacre uniquement
à la discipline. Alors, il y a quelques années, j'ai intégré cette société au niveau du comité pédagogique. Et donc, c'est une société très active, qui ne se consacre vraiment qu'à la discipline. Et donc, elle vous donne un petit peu la même définition que je viens vous donner. C'est-à-dire, on travaille dans l'intersection entre le droit et la médecine. Et les psychiatres médico-légaux sont soumis à toute une série un cadre bien strict dans leur travail, un cadre éthique, un cadre déontologique. Et d'ailleurs, depuis peu, je dirais depuis 2015, on est assermenté, ce qui n'était pas le cas par le passé. Alors, quelles sont les missions auxquelles on est confronté ? Eh bien, ça fait quand même quelques années maintenant que je pratique, et on a des missions qui sont extrêmement nombreuses et variées. Et moi-même, je me surprends parfois encore à recevoir des missions auxquelles je ne m'attendais pas à recevoir, c'est-à-dire des missions totalement différentes. Au fur et à mesure du temps qui passe, on nous interroge sur certains aspects sur lesquels on ne nous interrogeait pas au préalable. Alors, la question, parmi les questions que l'on pose aux psychiatres médico-légaux en termes de mission, la plus emblématique des questions, c'est la question de la responsabilité ou encore question de la responsabilité pénale. En gros, lorsqu'une personne commet un délit ou un crime, eh bien, on va nous demander de nous prononcer sur les capacités mentales de cette personne. C'est-à-dire, cette personne a-t-elle pu appréhender les conséquences de ses actes ? En l'occurrence, c'est fondamental parce que, en fonction de la réponse, en fonction de notre réponse, eh bien, soit la personne sera punie, soit elle est considérée comme, je dirais, psychologiquement n'ayant pas de maladie mentale, et donc si elle a commis un délit, elle doit être punie. Si elle a commis un délit mais qu'elle est considérée comme malade mentale, elle ne doit pas être punie, elle doit être soignée. On y reviendra. Mais ça, c'est la question la plus caractéristique. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Il y a la question aussi de la causalité entre le délit et la maladie mentale. C'est-à-dire qu'on peut très bien commettre un délit, être malade mental et avoir tous ses esprits au moment du délit. Donc, ce n'est pas parce qu'on est souffrant d'une maladie mentale que systématiquement on doit être considéré comme malade mental pour un délit donné. On peut très bien être en pleine possession de ses moyens au moment d'un acte précis. Alors il y a des questions, la question qui est la question probablement l'une des plus difficiles et des plus débattues, c'est la question de la dangerosité. On nous demande à nous de nous prononcer sur la dangerosité des personnes. C'est-à-dire, le magistrat nous dit, voilà, est-ce que cette personne est-elle dangereuse pour la société ? Il faut savoir qu'en fonction de la réponse que vous allez donner, il va y avoir ce que vous allez dire va être utilisé. D'ailleurs, moi je dis toujours que je suis un outil, je suis utilisé par la justice, je suis un outil de la justice. Donc, on va utiliser votre rapport. Et donc, en fonction de la réponse que vous allez donner, il y aura des modalités qui vont suivre. Soit la personne, le magistrat, quel qu'il soit, décidera peut-être de maintenir une détention préventive, par exemple, soit il décidera d'adopter une détention limitée ou une des conditions probatoires. Donc, et là, je vous parlais tout à l'heure de difficultés de communication. Le monde judiciaire, que je connais quand même bien maintenant, c'est un monde qui aime bien tout ce qui est rationnel, tout ce qui est pragmatique et les réponses claires. Nous, on fait tout l'inverse. On n'a pas de boule de cristal et on est dans la nuance dans nos réponses. Sauf dans des cas très, très caractérisés, mais en général, on est dans la nuance. Et combien de fois, j'ai pas des juristes qui me disent « mais enfin, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il est dangereux ou pas ?» Mais on a des outils, on a toute une série d'instruments maintenant, de plus en plus, qui nous permettent, je dis toujours, d'approcher un risque. On ne peut pas dire à 100%, un de mes anciens patrons me disait « il est complètement fou de dire qu'une personne ne sera jamais dangereuse, même quelqu'un que vous côtoyez, c'est absurde ». Et donc, il faut faire très attention à la manière dont on explique les choses et surtout reconnaître. C'est vraiment un domaine où il faut être humble, l'évaluation de la dangerosité. Alors, en général, on n'est pas seul quand on travaille. On a des outils, des instruments qui nous permettent d'approcher ce qu'on appelle un risque et de se prononcer sur un pourcentage de récidive ou autre.
Mais la question de la dangerosité, on y reviendra, c'est vraiment une question très très compliquée. Alors après, nous avons d'autres questions, comme la question de la réinsertion. Les magistrats nous demandent aussi à nous de nous prononcer sur les possibilités de réhabilitation d'une personne qui vient seulement d'entrer en prison, si vous m'avez suivi, ou qui vient d'être inquiétée par la justice. Alors là aussi, on doit donner des informations, des outils, des indices sur, écoutez, cette personne, oui, il y a des possibilités de réhabilitation, il faudrait plutôt mettre ça en place, ou alors il y a peu de possibilités de réhabilitation, ou il n'y en a pas, ça existe. Voilà. Alors ça, c'est quelques exemples. Maintenant, on a d'autres exemples sur d'autres matières, comme les matières dites civiles. On intervient aussi sur ce qu'on appelle les évaluations des dommages. Donc, par exemple, lorsqu'une personne subit un accident de roulage ou une agression ou est victime d'un attentat ou autre, eh bien, nous sommes désignés souvent pour faire une évaluation du dommage psychique, pas physique. Physique, ça c'est les médecins légistes. Nous, c'est l'évaluation du dommage psychique, où on doit se prononcer sur les séquelles et sur éventuellement des indemnisations. Donc ça, c'est le domaine assurantiel. Donc les compagnies d'assurance nous demandent, tiens, mais à quel taux estimez-vous Voilà, il y a toute une série de questions qui peuvent émaner. Alors on a aussi des missions civiles sur ce qu'on appelle dans le cadre des tribunaux de famille, donc les capacités éducationnelles des parents, donc surtout dans le cas de divorce. Donc on me demande parfois de me prononcer sur l'aspect peut-être toxique d'un parent ou de l'autre lors d'un divorce. Bon, voilà. On peut aussi se prononcer sur la capacité d'une personne à rédiger et à signer un document. J'ai eu récemment une situation dans laquelle on me posait la question de savoir si une personne était capable de rédiger un testament. Il y avait beaucoup de sous derrière, évidemment. Et j'ai eu aussi récemment une question où on m'a demandé de me prononcer si une personne était capable de rédiger un testament, sauf que la personne était morte. Elle avait signé le testament 5 ans avant et on me demandait si le testament était valide. Si 5 ans avant, elle avait tous ses esprits pour... Alors, dans ces domaines-là, il y a énormément de pression, parce qu'il y a toutes les familles, il y a souvent des questions avec beaucoup d'argent, et donc voilà, c'est des dossiers par exemple où on a pas mal parfois un peu de pression, notamment des avocats. Je ne sais pas s'il y a des avocats dans la salle, mais il y a pas mal de pression, notamment dans ce type de dossier. Alors, on doit aussi se prononcer sur des phénomènes des processus de dessaisissement de mineurs, donc entre 16 et 18 ans, des mineurs qui ont commis des faits graves et qui peuvent éventuellement être dessaisis pour être jugés comme des adultes. Donc voilà, je vous donne quelques exemples. Il y en a bien d'autres, beaucoup plus vastes, beaucoup plus spécialisés aussi, en lien avec le terrorisme, en lien avec la sphère sexuelle et autres. Mais voilà, c'est quelques exemples de missions parmi les nombreuses auxquelles on est confronté. Alors, donc, vous l'aurez compris, moi, c'est mon activité, malgré moi, je dirais, principale aujourd'hui. Alors, comme je vous le dis, j'ai aussi une activité de thérapeute que je maintiens, que je pense qui est très importante à maintenir. Si je dis ça, c'est parce que dans certains pays, on ne peut pas cumuler les deux casquettes. Donc, dans les pays notamment anglo-saxons, vous devez choisir. Soit vous avez une casquette, ce qu'on appelle d'évaluateur, de diagnosticien, soit vous avez une casquette de soignant. Et la loi est extrêmement stricte. Alors en Belgique, il y a une loi aussi qui fait le distinguo entre les deux, qu'on appelle la loi de principe, mais elle fait le distinguo dans certains contextes. Par exemple, en milieu pénitentiaire, vous ne pouvez pas à la fois avoir une casquette d'expert et une casquette de soin avec la même personne. C'est totalement incompatible quand vous réfléchissez. Et donc moi, je maintiens mon activité de soin parce que je trouve que ça me semble complètement aberrant d'avoir une activité d'expert temps plein sans plus faire de soins ni de prise en charge. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose de réaliste. Alors, l'activité d'enseignant, évidemment, est une activité fort importante puisqu'elle permet une mise à jour des connaissances, des interactions avec les étudiants. Et donc, comme c'est une discipline qui évolue, dont on parle peu, mais qui évolue beaucoup, eh bien, j'espère en tout cas qu'il y a des étudiants qui s'y intéressent, parce qu'en plus, le paysage est assez pauvre, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, un peu d'histoire quand même. Alors, en fait, on est en pleine contradiction,
parce que la psychiatrie légale, c'est une discipline qui est extrêmement vieille. Les premiers récits historiques, c'est l'Antiquité. Alors que chez nous, en Belgique, elle est très récente. Alors, elle est très récente dans sa forme actuelle, dans sa forme professionnelle actuelle. Elle date, si je puis dire, de 2015, alors que les premiers récits historiques datent de l'Antiquité. Le premier expert médico-légal reconnu tel quel par les historiens, c'est Imhotep, donc, qui est un personnage emblématique de l'Égypte ancienne. Et pourquoi le considère-t-on comme le premier expert? Parce qu'il cumulait plusieurs casquettes. Il était médecin, architecte, et il était ce que l'on appelait à l'époque grand vizir. Alors, c'est quoi grand vizir? C'est conseiller. En anglais, ma fonction, ça s'appelle advisor. Et advisor, en français, ça veut dire conseiller. Et donc, Imhotep avait ces deux casquettes, et donc il est considéré historiquement comme étant le premier véritable expert en tant que tel. En fait, tout ce que je vais vous dire sur le plan historique, vous allez voir que tous les principes, notamment des lois sur l'internement et autres, remontent à très très loin. Enfin, on n'a rien inventé en quelque sorte. On a mis en place ensuite, on a vu ensuite ce qu'on appelle des écritures hébraïques anciennes, et dans ces écritures hébraïques, on a retrouvé ce que l'on appelle la notion de cité-refuge. Des cités-refuges étaient des cités historiquement où l'on plaçait, c'est encore le terme qu'on utilise aujourd'hui, des internés. Ça, c'est on plaçait ce qu'on appelle les anormaux de l'époque. Bon, les anormaux, on peut faire le lien avec les personnes qui souffraient de pathologies mentales. On les plaçait, soi-disant, pour leur propre protection. Ça, c'est autre chose. Le code d'Hammurabi, qui est le plus ancien code judiciaire qui nous soit parvenu plus ou moins en bon état, c'est un texte en fait babylonien, non religieux, qui comportait toute une série de matières militaires, judiciaires, politiques. On apporte la notion déjà à l'époque d'intentionnalité. Donc la notion d'intentionnalité par rapport à un crime. Alors Platon, donc philosophe grec, donc il parle de l'âme humaine rationnelle. Donc Aristote, Platon et Hippocrate ont une démarche qui visait à mettre de côté à l'époque tous les aspects, on pourrait dire un petit peu ésotériques liés aux maladies et particulièrement aux maladies mentales. Il faut savoir que très longtemps, la maladie mentale, c'était un peu considéré comme de la sorcellerie, de l'envoûtement, des possessions. Et évidemment, l'Église catholique, en préparant cette présentation, l'Église catholique n'a sûrement pas aidé. Enfin, on en parlera un peu tout à l'heure, mais par contre, Platon et Aristote, eux, et Hippocrate d'ailleurs, ont vraiment mis en évidence la notion de maladie organe, c'est-à-dire mettre de côté tous les éléments irrationnels et parler vraiment de maladie organe. Aristote nous disait déjà, une personne est moralement responsable si, connaissant les conséquences de ses actes en l'absence de toute compulsion extérieure, choisit délibérément de commettre un acte spécifique. C'est vraiment, c'est presque ce que l'on pourrait appliquer aujourd'hui. Alors Hippocrate, donc les maladies ne sont pas la manifestation de forces divines ou sacrées. Il ira plus loin en parlant d'organes, de maladies organes. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors ça, c'est simplement parce que j'ai l'ai trouvé. C'est un extrait du code d'Hammurabi. Et donc, bon voilà, c'est très intéressant avec les notions notamment d'intentionnalité, de responsabilité, de cité-refuge et autres. Toujours dans l'Antiquité, vous avez ici des planches qui traduisent un élément crucial au niveau du développement du droit, c'est ce qu'on appelle la loi des 12 tables. Et vous avez ici le fronton en fait, du tribunal administratif de Leipzig qui illustre cette loi des 12 tables avec ici des illustrations. Alors la loi des 12 tables, c'est le plus ancien système juridique qui existe, qui fait référence en fait au droit romain. C'est le plus vieux système judiciaire que l'on connaisse. D'ailleurs, les étudiants en droit connaissent bien, puisqu'en premier bac, ils ont souvent la chance d'avoir
un cours dénommé droit romain, avec toute une série de lois qu'on appelle les lex Aquila, qui parlent de responsabilité civile déjà, le lex Cornelia, les enfants, de par leur innocence, ainsi que les malades mentaux, de par leurs conditions, ne sont pas soumis à punition. Ça, c'est typiquement la substance de nos lois actuelles. J'insiste parce qu'on pourra aussi en parler dans les pays démocratiques, évidemment. Alors, Galien, donc le père de la pharmacie, lui aussi, comme ses collègues Aristote, Platon, parlera de maladie organe, donc essaiera d'exclure tous les éléments un petit peu ésotériques et de rationaliser l'approche des personnes qui souffrent de maladies mentales. Marc Aurèle, la loi de Divus Marcus, là aussi, donc Divus Marcus qui est Marc Aurèle qui est un empereur romain, un philosophe stoïcien et qui lui aussi parlait, rapprochait la notion de culpabilité par rapport à la loi et par rapport à la notion de bizarrerie du comportement. Et on voit dans toute une série de récits historiques, et on verra quelques exemples après, de personnes qui, quand vous lisez les récits historiques, on n'explique pas leur comportement. Ce sont des comportements irrationnels, bizarres, et tout ça ne trouve pas de sens. Et à l'époque, on ne savait pas quoi faire avec eux, donc on les condamnait et on les exécutait. Alors le code justinien, qui est le plus grand aujourd'hui corpus de droit romain que l'on ait pu retrouver, parle de la protection des biens des malades mentaux. Donc vous savez qu'il existe aujourd'hui en Belgique des lois qui permettent de mettre une personne souffrant de maladie mentale ou en tout cas qui n'est pas capable de gérer ses biens sous administration provisoire de biens. Donc une tierce personne, une personne de confiance ou un avocat va gérer les biens de la personne pour éviter des problèmes de dette et autres. Dans le code justinien, on parle d'irresponsabilité et d'absence d'intention de nuire également. Alors l'Église catholique, j'ai été, en lisant et en préparant cette conférence, j'ai été surpris oui et non, mais de voir le rôle que l'Église catholique avait pu avoir en lien avec les maladies mentales. Alors elle a soulevé des questions intéressantes. Elle a soulevé des questions intéressantes comme qu'est-ce qu'une maladie mentale, par exemple. Elle a soulevé aussi d'autres questions intéressantes comme foi et maladie mentale, maladie mentale et église, maladie mentale et mariage. Elle a fait des choses aussi, l'Église catholique, beaucoup plus sombres par la suite, comme j'en parlerai, le fameux marteau des sorcières, on en parle, les chasses aux sorcières et autres. Mais bon, voilà, je l'ai mis parce qu'elle a le mérite d'avoir soulevé des questions intéressantes, mais il y a aussi eu beaucoup d'éléments, beaucoup moins, si je puis dire, catholiques. Alors, les deux villes en Europe qui ont mis en place le premier système d'expertise, c'est Bologne et Fribourg. Et donc, on n'en parle pas souvent assez, mais ce sont parmi les deux villes en Europe au Moyen-Âge qui ont été les premières à mettre en place les systèmes d'évaluation. Alors, étape importante parce que c'est toujours, il existe d'énormes reliquats aujourd'hui dans la législation, notamment des pays du Commonwealth, avec un monsieur qui a fait beaucoup de choses pour, de manière générale, les personnes qui souffraient de maladies mentales. C'est un juriste britannique sous Henri III, qui est Henri de Bracton. Henri de Bracton, il a mis en place, il a créé deux concepts fondamentaux, qui est le concept de, en anglais, mens rea, donc l'intentionnalité coupable, et un autre concept, qui est le concept de Wild Beast Test. En fait, Henri de Bracton, donc, qui était magistrat, expliquait dans ce Wild Beast Test que lorsque quelqu'un commettait un crime ou un délit, si on trouvait un comportement aberrant, bizarre, et qu'on ne trouvait pas de motivation, la motivation c'est un élément que nous, on essaye de cerner au plus loin possible dans nos évaluations, eh bien cela veut dire que cette personne se comporte comme wild beast, une bête sauvage. Et donc que cette personne ne doit pas être punie, mais doit être en tout cas gérée autrement. En fait, si je parle d'Henri de Bracton, c'est parce qu'aujourd'hui, dans les lois anglaises
notamment anglaise dans les pays du Commonwealth, on retrouve ces notions de mens rea et historiquement de wild beast test. Alors le Praerogativa Regis, c'est le premier texte qui en Angleterre parle de manière pas seulement de trouble mental, mais de la première fois de retard mental. Donc chez les personnes qui souffraient d'un retard mental. Donc là aussi, c'est une avancée intéressante. Et alors, je reviens à l'Église catholique avec le fameux Malleus Maleficarum. Donc c'est le marteau des sorcières. C'est quoi le Malleus Maleficarum? C'est un traité, une encyclopédie qui a été rédigée par des membres de l'Église et qui a fait un travail minutieux de profilage, on pourrait dire, des sorcières. Pourquoi faire? Pour les chasser et les tuer. Ce livre a été utilisé dans les chasses aux sorcières en Europe. Et en fait, quand on regarde les récits historiques, qui étaient ces sorcières? C'était des femmes qui souffraient de maladies mentales. Et donc, c'est les fameuses chasses aux sorcières, comme il y a pu y avoir en Europe et ailleurs d'ailleurs. Alors, il y a eu ensuite toute une série d'autres affaires que je ne vais pas détailler ici, sauf deux, parce qu'elles sont vraiment emblématiques. Là, c'est vraiment pour ceux d'entre vous qui voudraient aller plus loin, mais je ne vais pas les développer ici parce que ces affaires, en fait, ont le mérite de faire avancer la discipline, réfléchir sur quelle loi mettre en place, quel type d'établissement mettre en place, et que faut-il faire avec ces gens dont finalement personne ne savait quoi faire. Et il y a deux cas emblématiques près de chez nous qui ont vraiment fait avancer les choses. C'est une première planche que je vous montre. Donc ici, on est à l'époque contemporaine. Donc c'est l'affaire Louis-Auguste Papavoine. On est en 1824. Alors les récits, voilà Monsieur Papavoine ici, avec cette dame qui est mise à mal, puisque en fait, cette dame se promenait avec ses deux enfants dans le bois de Vincennes. Elle a croisé M. Papavoine qui, selon les récits historiques, n'avait jamais fait parler de lui, et qui va croiser cette dame et sans raison aucune va assassiner ses deux enfants. Alors il sera arrêté, il ne sera pas évalué par... À l'époque existaient déjà des aliénistes, c'est en quelque sorte mes ancêtres, mais... ce que l'on voit quand on lit les éléments de Papavoine, c'est que les gendarmes notamment qui l'encadraient expliquent sa bizarrerie du comportement, expliquent un comportement étrange et alors l'absence totale de motivation. Dans notre métier, dans nos missions, on doit screener la motivation des gens. Alors cette motivation, elle peut être rationnelle, ok, on peut entendre, elle peut être aussi irrationnelle. J'ai tué mon voisin parce que si je ne le tue pas, il y a une météorite qui va tomber sur la Terre et ça va être la fin du monde. Mais au moins, il y a une motivation, il y a une explication, même si celle-ci, bon... Mais voilà, ici, pas de motivation. Une autre affaire également, c'est l'affaire Henriette Cornier, qu'on a dénommée à l'époque l'ogresse. Alors donc on est en 1825, c'est l'année où Papavoine a été exécuté. C'est une dame qui est une gouvernante, elle va faire ses courses, elle rentre dans une boutique et là elle rencontre une jeune maman, en fait un couple, le papa reste dehors, la maman est à l'intérieur avec son bébé, un bébé de 18 mois plus ou moins d'après ce que j'ai pu, d'après les récits historiques. Et Henriette Cornier va s'approcher du bébé, va jouer un peu avec, papouille, etc., etc. Et la maman va être contente. Et puis elle va prendre le bébé, elle va monter à l'étage. Il est une chambre. Elle va l'étrangler, lui couper la tête, et elle va jeter la tête par la fenêtre, et c'est son papa qui va récupérer la tête de l'enfant, de sa propre fille en l'occurrence. Alors, elle a été arrêtée. Contrairement à Papavoine, elle sera hospitalisée au Kremlin-Bicêtre, et examiné par des aliénistes, donc les psychiatres de l'époque, pendant plusieurs mois. Tous les récits historiques sont d'accord pour le fait de dire qu'elle est entre guillemets pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de motivation. Il y a des comportements aussi complètement aberrants, exubérants. Enfin, il y a toute une série de comportements qui sont décrits dans la littérature historique. Mais on ne sait pas très bien quoi faire à l'époque, donc elle sera quand même condamnée
ce qu'on appelle à l'époque condamnés à la flétrissure. Donc ce sont deux affaires emblématiques qui se sont passées près de chez nous et qui illustrent bien la nécessité de trouver des solutions, de légiférer sur ces personnes qui commettent des actes tout à fait irrationnels, très brutaux, et pour lesquels on n'a pas vraiment d'explication logique et finalement on ne sait pas quoi en faire. Alors j'ai retrouvé ici, c'est la page en fait d'un livre qui est un livre que j'aurais bien aimé me procurer, qui est un livre du docteur Georget en France, donc qui est un aliéniste à l'époque et dans lequel il reprend toute une série d'informations qui, à mon avis, doivent être extrêmement intéressantes, notamment les observations de Papavoine par rapport aux aliénés, par rapport à l'observation des aliénés. Malheureusement, ce livre, j'ai pu le trouver, mais c'est un livre qui appartient à des collections particulièrement onéreuses, et donc des livres, c'est une édition originale, enfin voilà, donc je n'ai pu me fournir que la première page. Mais déjà, bon voilà, ça doit à mon avis être très intéressant, mais voilà, on en est là aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de littérature sur la description de ces personnes par les aliénistes de l'époque, qui sont des descriptions extrêmement intéressantes et fouillées. Je dirais même presque plus qu'aujourd'hui. Alors, donc, il y a encore une troisième affaire. Donc, vous avez Auguste Papavoine, Cornier, et l'affaire McNaghten, qui est une affaire en Grande-Bretagne en 1843. George McNaghten va assassiner le Premier ministre de l'époque, Robert Peel. Et là aussi, on est dans un contexte tout à fait bizarre, d'explosion de violence non expliquée, même si la victime est un ministre. Et les critères de l'irresponsabilité pénale dans les pays du Commonwealth ont été imaginés à partir de l'affaire McNaghten. Et d'ailleurs, on parle des critères de McNaghten aujourd'hui qui sont toujours retrouvés dans les corpus dans des pays comme l'Australie, l'Angleterre et toutes les anciennes colonies anglaises. Donc c'est vraiment des reliquats intéressants sur le plan historique. Alors ces affaires ont donné lieu progressivement à la naissance de toute une série de sociétés savantes. Certaines ont été créées et sont mortes de leur belle mort, et d'autres ont survécu à travers les âges. Et aujourd'hui, il y en a trois principales qui font, je dirais, autorité. Alors malheureusement, il n'y en a pas une seule européenne. Alors il y a des sociétés européennes, mais je dirais qu'il faut, en toute franchise, ce sont ces trois sociétés-là qui vraiment font avancer les choses sur le plan de les réflexions. Alors il y a l'American Psychiatric Association qui a un versant forensique. Mieux, les deux suivantes sont probablement les plus intéressantes. L'American Academy of Forensic Science, qui est celle qui donc combine un peu la partie psychiatrique, la partie médecine légale, la partie criminalistique ADN et la partie anthropométrique. Et enfin, l'American Academy of Psychiatry and Law, qui est la seule qui se consacre uniquement à la discipline psychiatrique et qui est vraiment... bon voilà, en plus c'est une petite société, donc très active et très intéressante, surtout sur le plan de la transmission de la discipline. Surtout que dans ces pays-là, donc dans les pays anglo-saxons, la discipline d'expertise psychiatrique est reconnue depuis bien longtemps, elle est codifiée, elle est légalisée, entre guillemets, tout le monde ne se dit pas expert, comme ça a été le cas, par exemple, chez nous. Mais ça, on y viendra après. Donc, ces sociétés sont vraiment intéressantes. On y trouve toute une série d'informations. On y trouve des analyses sur des cas récents. Enfin, voilà, c'est vraiment, sur le plan pédagogique, c'est vraiment intéressant. Et quand j'ai créé le certificat en psychiatrie judiciaire à l'ULB en 2011, je me suis quand même fortement... inspiré des éléments pédagogiques repris dans ces associations. Quid de la Belgique maintenant? Donc je vous le disais, en Belgique,
la première véritable loi qui s'intéresse à l'irresponsabilité pénale et ce qu'on appelle à l'époque aussi les incapables majeurs, c'est la loi de défense sociale de 1930. Cette loi de défense sociale de 1930 a été modifiée en 1964 et elle a continué à fonctionner jusqu'au début des années 2010. Donc moi, je l'ai connue dans sa pratique. J'ai connu cette loi et j'ai connu la nouvelle. Bon, donc la loi de 1930, le principe, il est toujours le même. Une personne qui commet un crime ou un délit, si cette personne, lors d'une évaluation, donc d'une expertise psychiatrique qui se fait très tôt dans le processus, considère que la personne est malade mentale, alors la personne quitte le giron de la justice pour être soignée. Et elle tombe, avec cette ancienne loi, dans un système qui était, à l'époque, un système bicéphale, judiciaire et médical. Bicéphale, pourquoi ? Parce que ce qui va régir l'internement, c'est ce qu'on appelle une commission de défense sociale, donc une CDS, commission de défense sociale, qui était constituée à l'époque par des magistrats, des assesseurs, enfin des juristes, et un psychiatre qui siégeait avec la commission de défense sociale. Cette commission de défense sociale réfléchissait, voyait l'interné de manière régulière et réfléchissait sur les modalités d'exécution de l'internement. Est-ce que cette personne doit être enfermée, entre guillemets, ou pas ? Si elle est enfermée, elle était enfermée dans des hôpitaux qu'on appelait à l'époque des établissements de défense sociale. C'est-à-dire, dans cette nomination défense sociale, il faut bien comprendre qu'il y a la notion de soins. Donc, ces établissements sont des hôpitaux. Mais il y a aussi la notion de défense sociale. C'est-à-dire, il faut protéger la société de ces personnes qui sont considérées comme dangereuses. Ces personnes comparaissaient régulièrement devant une commission. Cette commission décidait d'octroyer, suivant les avis des uns et des autres, des permissions de sortie, des congés. Quand ça n'allait pas, on faisait demi-tour, on revenait à l'hôpital, etc., etc. Donc voilà comment se passait le chemin de l'internement. Alors il faut savoir que les lois sur l'internement en Belgique ont toujours soulevé énormément de débats, énormément de débats bruyants. Parfois, je me souviens être allé souvent à beaucoup de débats avec des juristes, avec des criminologues, avec des sociologues, avec des philosophes sur finalement cette loi, et même la nouvelle, est-ce que ce n'est pas une peine déguisée en quelque sorte ? Donc beaucoup de gens qui critiquent en disant ben oui, mais ça sert à quoi ? Enfin voilà, est-ce qu'on peut forcer à prendre des médicaments ? Est-ce qu'on peut forcer à... Il y a énormément de questions, beaucoup d'ambivalence aussi sur les statuts. Bon, moi j'ai travaillé quelques années, 5 ans, dans un hôpital qu'on appelait avant un hôpital asilaire, qui est un hôpital psychiatrique, qui est un hôpital de défense sociale, un établissement de défense sociale, qu'on appelle même plus comme ça maintenant, mais qui est l'hôpital des Marronniers à Tournai, et où finalement je me retrouvais avec une situation très très malaisante où j'avais la double casquette, c'est-à-dire j'étais responsable d'un certain nombre de patients sur le plan du soin, parce que je devais les aider, les soigner, mais en plus, je devais rendre des comptes à la commission. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, cette incompatibilité entre experts et soins, j'étais en plein dedans. Alors, sur le plan du lien thérapeutique, comment voulez-vous, quand je suis avec un patient, lui dire il doit prendre ses médicaments, travailler sur certains éléments, et puis j'allais rendre des comptes aux magistrats ou aux d'autres personnes en disant ben non, ça ne va pas, il ne faut pas le laisser sortir. Le lien thérapeutique était complètement brisé, ça n'avait absolument aucun sens. Et ça a duré quelque temps, et cet élément, ce chevauchement des casquettes, on en a parlé, ça a toujours fait débat. Ça, plus d'autres aspects aussi par rapport au fait d'enfermer des gens dans des structures qui associent à la fois le soin, mais le soin, la protection, mais là aussi le fait de les enfermer, la contention. Enfin voilà, tout ça a toujours fait énormément de bruit. Alors, qu'on appelle depuis 2014, c'est la loi du 5 mai 2014. Moi, j'ai donc vécu cette transition
Alors, ça a été évidemment beaucoup critiqué également pour différents aspects que je ne définirai pas ici, mais moi je trouve que cette nouvelle loi a apporté beaucoup de bonnes choses. Alors, beaucoup de gens la critiquent, pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, dans l'ancienne loi, c'était un système bicéphale, médical et judiciaire. Avec cette nouvelle loi, la loi du 5 mai 2014, le curseur est parti vers le judiciaire, et donc le médical a moins de place. On ne parle plus d'établissement de défense sociale, on parle d'hôpital psychiatrique sécurisé. On ne parle plus de commission de défense sociale, qui était fait de médecins et de magistrats, on parle de chambre de protection sociale. Et c'est quoi une chambre de protection sociale? C'est un tribunal. Donc, fini les psychiatres dans les commissions. Alors, ils sont toujours présents, mais la loi dit que le président ou la présidente du tribunal d'application des peines doit convoquer le psychiatre pour l'entendre. Mais vous comprenez bien que nous, on remet des rapports, mais un rapport, c'est pas entendre quelqu'un. Quand on entend quelqu'un, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus important. Mais il n'y a plus de... Donc ça a été très critiqué parce qu'on a dit on a évincé les psychiatres. Ah ben si on évinçait les psychiatres, je me souviens à l'époque, il y a eu une fronde des psychiatres qui sont déjà pas très nombreux et qui ont dit ah ben si on nous convoque, on viendra plus, si ce n'est que c'est obligatoire. Donc ils sont quand même allés. Et donc maintenant, les internés. Donc quand une personne est internée, elle quitte le giron, enfin elle reste dans la justice, mais elle ne dépend plus, elle dépend d'une chambre de protection sociale, d'un tribunal d'application des peines, qui se réunit, au moins qui convoque, qui entend l'interné. La loi dit au moins une fois par an. Avant, avec l'ancienne loi, il y avait des internés qui pouvaient faire 10 ans sans voir la chambre de protection, sans voir la CDS. Aujourd'hui, c'est au moins une fois par an, au moins. Et là, le tribunal d'application des peines utilise toutes les informations dont il a besoin pour entendre et pour discuter des modalités d'exécution de l'internement. Faut-il placer cette personne de manière sécurisée? Pouvons-nous laisser cette personne à l'extérieur avec un encadrement spécifique? Pouvons-nous octroyer des congés à cette personne, des permissions de sortie? Donc, c'est le tribunal qui décide des modalités d'exécution des peines sur base des avis, notamment du psychiatre, des travailleurs sociaux, des psychologues. Donc voilà, c'est comme ça que cela se passe maintenant. Alors, cette loi a bouleversé le paysage de l'internement, je trouve, parce que aujourd'hui, on interne mieux. Il y a moins d'erreurs de casting avec cette loi, selon moi. Avant, il n'était pas rare, avec l'ancienne loi, qui était moins rigoureuse, notamment au niveau de l'expertise, mais ça, j'en parlerai dans quelques instants, on retrouvait des gens de part et d'autre de la frontière. On retrouvait des gens qui s'étaient fait interner, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai vu des gens, quand je travaillais au Marronnier, j'y ai vu des gens, je me demandais ce qu'ils faisaient là. Des gens qui étaient, je dirais, qui allaient bien, quoi, qui n'avaient pas de maladie mentale. Le problème, c'est que quand vous mettez quelqu'un qui n'a pas de maladie mentale dans un établissement comme celui-là, dont le but est de soigner, mais il n'y a pas de soins apportés, donc cette personne, ça ne sert à rien, on perd son temps, et ceux-là étaient les gens qui restaient les plus longtemps. En plus, ils étaient un peu comme à l'hôtel. Or, ils devaient être, selon le principe, non pas soignés, mais punis. Et il y en avait qui vous le disaient. Il y en a d'autres, des vrais malades mentaux qu'on n'internait pas et qui restaient l'endroit où ils ne devraient pas être, malheureusement c'est toujours le cas, mais en prison. En prison, la place d'un interné n'est pas en prison. Et pourtant, dans les prisons, on a dû construire des annexes psychiatriques, et le peu de psychiatres qui travaillent en prison, ils font vraiment ce qu'ils peuvent, et les personnels soignants de manière générale, pour gérer des internés en prison. Mais je vous assure que c'est terriblement compliqué. Terriblement compliqué. Et donc, il y a moins d'erreurs de casting. Pourquoi il y a moins d'erreurs de casting? Parce que, d'une part, la loi est plus stricte dans ses critères d'internement, et que deuxième chose, et ça c'est vraiment une victoire, c'est ceci, fini de se dire expert psychiatre comme ça en se levant un matin. En Belgique, avant 2015, tout psychiatre pouvait un jour se dire bon, je vais commencer à faire de l'expertise, tiens. Ça a fait des dégâts épouvantables à la profession. Il y a d'ailleurs des bouquins qui retracent entre guillemets les bourdes judiciaires liées
à ça, lié à parce que si vous m'avez suivi, l'expertise psychiatrique, elle vient très vite dans le processus et on oriente très vite mal les gens. Mais grâce à ça, grâce à cet arrêté royal, on ne peut plus se décrire expert. Maintenant, pour avoir accès à la profession d'expert psychiatre, vous devez passer par toute une série de choses qui sont, à mon sens même, qui découragent beaucoup les gens. Il n'y en avait déjà pas beaucoup avant, mais... Donc, vous devez, quand vous avez fait votre cursus de médecine générale, de médecine classique, la psychiatrie, vous devez faire encore 2 ans après. Et dans ces 2 années, vous devez passer un cursus de droit, un cursus de médecine légale, un cursus de criminalistique et la psychiatrie avec des examens, pas un TFE ou quelque chose comme ça, non, de vrais examens de droit. Vous devez ensuite prêter serment. Vous devez faire des stages. Les critères de l'arrêté royal sont très stricts, au moins 40 expertises avant de déposer votre dossier. Réussir les examens parce que ceux qui décident l'accessibilité, c'est des magistrats, ce n'est pas des psychiatres. Et ils sont très stricts. Moi, je fais partie de la Commission nationale de reconnaissance d'experts judiciaires. Mais je peux vous dire que quand je vois comment les magistrats statuent sur celui-là, pas assez, celui-là, ça va vite, quoi. Alors qu'on sait qu'on manque. D'un autre côté, on ne peut pas s'épargner de la qualité. Et donc, vous devez réussir vos examens, faire des stages, prêter serment. Et la dernière étape, vous devez vous inscrire et être repris sur un registre que l'on appelle le registre national des experts judiciaires. Et c'est à partir de ce registre que les magistrats vont aller vous chercher pour vous proposer des missions. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez pratiquer. Si vous ne passez pas par toutes ces étapes-là, vous ne pouvez pas pratiquer. Dans mon expérience, ce n'est pas un secret, il manque d'experts psychiatres, c'est évident, mais cet arrêté royal avec ce titre professionnel particulier est venu encore réduire l'accès, mais d'une belle manière pour améliorer la qualité des experts. Mais moi, depuis quelques années, j'essaie de stimuler certaines jeunes consoeurs et confrères, mais quand ils ont fini leurs études et qu'on leur dit il faut encore faire 2 ans avec des examens de droit, bon, quelque chose auquel on n'a pas l'habitude, nous, ils s'en vont. Ils s'en vont. Et donc, voilà, le problème, c'est le problème auquel on est confronté actuellement. Mais moi, je soutiens à 100% cette reconnaissance. Peut-être est-elle un peu... Ils ont peut-être un peu serré trop la vis, mais je dirais c'est les critères notamment de la justice. Hein. Ils estiment qu'il faut des connaissances. Et c'est vrai, il faut des connaissances légales. Quand vous faites de l'expertise, il y a énormément de procédures, des procédures sur le plan chronologique. Il y a les magistrats, ils parlent une langue bien particulière. Et il y a toute une série de lois qu'il faut connaître, de procédures, de principes, de circulaires, d'amendements qu'il faut connaître. Et ne pas connaître ça, vous allez faire des bourdes techniques. Et les bourdes techniques, ça vous revient directement en plein visage. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et donc, voilà, il faut être extrêmement strict sur la qualité. Et cette reconnaissance récente belge, en fait, dans plein de pays du monde, elle existe depuis bien longtemps. Quand j'ai fait ma formation d'expert dans un autre pays, outre-Atlantique, et il y a eu un cursus, il y avait des examens, voilà, c'était quelque chose de bien clair, quoi. Et donc voilà où on en est aujourd'hui, mais je pense que c'est une étape qui est auquel on ne peut pas s'en passer. Alors voilà un réquisitoire, un exemple de réquisitoire tel qu'il existe selon la nouvelle loi. Alors je vais vous montrer ça, c'est un réquisitoire très 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 classique. Alors bon, c'est écrit en petit, mais alors bon, vous avez le nom du truc. Je travaillais à l'époque au Marronnier, hein, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, procéder à l'examen. Alors, recueillir toute information utile. Quand on a un réquisitoire d'experts, on peut recueillir toute information utile, les pièces du dossier judiciaire, le dossier répressif, enfin tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'avoir. Alors, les questions, quelles sont-elles? L'intéressé était-il au moment des faits atteint d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement, le contrôle de ses actes? Et la question 2, c'est est-il ou est-elle actuellement dans cet état? Quand vous examinez une personne, bon, la deuxième partie de la question, elle est assez simple. Vous examinez la personne à la prison, vous êtes en direct avec elle, c'est assez simple de répondre à quoique. Mais
c'est plus simple en tout cas. La question compliquée, c'est la première, au moment des faits. Il m'est arrivé de voir des gens 1 an après la commission des faits. Il m'arrive de voir des gens 1 mois après la commission des faits, mais il m'arrive de voir des gens 6 mois, 1 an et demi après. Mais je dois me prononcer sur l'état mental à l'époque. Alors comment faire? Bon, on s'aide évidemment de l'examen mental que l'on pratique et on a aussi accès à toute une série, toutes les personnes qu'on veut interroger, aux pièces du dossier, aux procès-verbaux, les interrogatoires d'inculpés, les interrogatoires pour le mandat d'arrêt, tout ça. Donc on a tous ces éléments-là, mais c'est pour vous dire que toute la complexité de cette question, parfois les cas sont très évidents, mais parfois c'est pas évident du tout. Et parfois, et donc moi j'ai horreur de travailler tout seul, par exemple, donc je travaille souvent en collaboration avec des collègues psychologues notamment, qui ont l'habitude. Et ben voilà, on partage un petit peu la responsabilité, parce que de ce que vous allez écrire dans votre rapport va déterminer, parce que évidemment le magistrat il vous demande pas ça pour ne pas s'occuper de votre réponse. S'il vous demande ça, c'est pour lire la réponse, et la plupart du temps, c'est la chambre du conseil qui est interne. La personne que vous allez examiner et sur laquelle vous allez rendre un avis, son avenir va dépendre assez furieusement de ce que vous allez mettre dans votre rapport. Donc, la question de la responsabilité au moment des faits est toujours une question compliquée et délicate. Existe-t-il un lien causal entre le trouble mental et les faits? C'est la question de la causalité dont je vous parlais tout à l'heure. On peut être malade mental, commettre un homicide et le faire, j'allais dire de bonne foi, mais on peut le faire en pleine possession de ses moyens. On a déjà eu des cas de gens qui souffraient de maladie mentale et qui ont essayé de dire oui, mais bon, moi je suis malade mental, je dois aller à l'hôpital, je ne dois pas aller en prison. Et donc, voilà, ça, c'est à nous aussi de déterminer. C'est pour ça que cette question existe maintenant. Avant, dans l'ancienne loi, elle n'existait pas. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui essaient de passer comme ça derrière la porte pour éviter. Bien que maintenant, ceci dit, la prison, avant, faisait plus peur que l'internement. Maintenant, c'est l'inverse. Et à votre avis, vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que la prison fait moins peur que l'internement aujourd'hui? Voilà. En prison, quand vous êtes condamné, vous avez une peine et ce qu'on appelle une fin de peine. L'internement, non. L'internement, ça peut être ad vitam. Et les seuls qui décident, c'est le tribunal d'application des peines. Tandis que quand vous avez purgé votre peine de prison, après, vous avez payé ce que vous deviez, entre guillemets, à la société. C'est souvent ce qu'on nous dit. Après, c'est tranquille. L'internement, c'est pas ça. Hein. L'internement, si ça se passe pas bien, ça peut durer... ça peut être très court, mais ça peut durer 50 ans. Et donc, maintenant, je me rends compte, avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, j'ai des gens en prison, quand ils me voient arriver, ils disent « Ah non, pas lui, non, pas, je suis pas, il ne faut pas m'interner, sûrement pas, je ne veux pas aller à l'hôpital », parce qu'ils savent que l'internement peut être quelque chose. Avant, d'ailleurs, dans l'ancienne loi, on l'utilisait comme perpétuité réelle, ce qui était une aberration et une déviance. Mais dans les gros cas, les gens qu'en prison, qu'on ne voulait pas laisser sortir en fond de peine, qu'est-ce qu'on faisait? Les anciens psychiatres, c'était tout à fait pas correct, mais ils les internaient. Et on les mettait dans les hôpitaux et on les laissait là. On les utilisait pour la perpétuité réelle, ce qui maintenant n'est plus du tout le cas. L'état mental de l'intéressé constitue-t-il un danger social? Donc ça, c'est la réponse auquel on doit répondre. Docteur, est-ce qu'il est dangereux? Docteur, est-ce que je peux le laisser rentrer chez lui? Est-ce que vous pensez qu'on peut lui mettre un bracelet ou quoi? Alors les magistrats, c'est toujours eux qui décident, in fine, on est bien d'accord. Mais ils nous demandent notre avis. Ils nous posent des questions. Mais pour une question pareille, vous comprenez bien que je ne réponds pas oui à 100% ou non à 100%. Ce n'est pas possible. C'est là que la conversation entre le juriste et le médecin peut parfois, non pas déraper, mais ça pique parfois un peu parce qu'ils ne comprennent pas que, enfin, vous ne savez pas répondre. Donc voilà. On a parfois des magistrats qui reviennent en disant on n'est pas content, ça ne nous éclaire pas votre rapport. Ben oui, mais moi je n'ai pas de boule de cristal. On est dans de l'humain ici, on n'est pas dans du juridique, on est vraiment dans de l'humain.
Alors, la question du profil psychologique, ça c'est aussi de la nouvelle loi. Quels sont les dominants de la personnalité et la dynamique du comportement de l'intéressé? Donc là, on doit, en quelques phrases, résumer le profil psychologique de la personne. Ses caractéristiques de personnalité, son tempérament, son comportement, ses habitudes éventuellement par rapport à la consommation de substances. Enfin voilà, on doit faire un petit paragraphe lié, résumer un petit peu les caractéristiques psychologiques de la personne. Quelles sont les indications d'ordre médico-psychologique et social dont il convient de tenir compte en vue d'une application plus judicieuse de la loi? Donc ça, on doit se prononcer par rapport à l'application plus judicieuse de la loi. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour permettre à cette personne éventuellement donc de manière à sa réintégration dans la société? Ah oui, ça c'est un énorme débat aussi. La question de la réhabilitation et de la réintégration. Là aussi, on nous demande de proposer des pistes, des choses, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce qu'on doit prescrire, pas prescrire pour une meilleure réintégration dans la société. Alors, mon avis là-dessus, c'est que souvent, c'est possible suivant certaines mesures. Parfois, c'est pas possible. J'estime que ce n'est pas possible. Il y a certains profils, ils sont minoritaires, mais qui ne sont pas réhabilitables. En général, ça ne passe pas bien. J'ai une phrase toute type, que je ne dis pas que ça n'est pas possible, mais je dis le pronostic de réhabilitation est sombre. Là aussi, idéologiquement, il y a des magistrats qui détestent, parce que vous savez qu'on est dans un contexte où la réhabilitation, la justice restauratrice, mais pour moi, scientifiquement, et je peux le montrer avec des choses, des publications, moi je suis un scientifique, il y a des profils qu'on ne peut pas réintégrer, qu'on ne peut pas, voilà, parce que c'est trop problématique. Donc je le mets dans mes rapports, de toute façon. Alors il y a des paragraphes ici sur le profil sexuel. Donc quand il y a des faits de mœurs, on doit se prononcer sur le risque de récidive sexuelle, sur les déviances sexuelles. Ça, on en a énormément de problèmes tels que ceux-là, notamment lorsqu'on implique des mineurs. Donc, on doit se prononcer sur le danger de la récidive. Voilà. Donc, ça, c'est des dossiers qu'on a très, très fréquemment en lien avec les problématiques sexuelles. Alors, si je résume un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, vous avez un événement X ici, donc un crime ou un délit. Boum, directement, examen mental. Alors, aujourd'hui, l'expertise mentale est pour un certain nombre de faits, notamment des faits graves, est un devoir d'enquête obligatoire. Et on en reçoit énormément de réquisitoires. Alors, soit vous considérez que la personne, c'est clair pour vous, c'est simple, souffre d'un trouble mental, et là, eh bien, vous remettez votre avis et la chambre du conseil va interner la personne et la personne doit être soignée. On se retrouve ici, donc dans un hôpital psychiatrique sécurisé ou à la maison ou dans une institution ou avec entre guillemets des gages de sécurité, des équipes mobiles. Il y a toute une série de processus et d'outils qu'on peut utiliser avec aujourd'hui, notamment pour les internés. Soit vous considérez que cette personne ne souffre pas d'un trouble mental, à ce moment-là, elle doit être punie. Protection de la société, punition, et c'est la prison. Alors, les deux bras se rejoignent vers la sacro-sainte réhabilitation, alors qui est clairement qu'on doit soutenir, qui est clairement qui est intéressante, mais cette réhabilitation peut se faire à partir d'ici ou à partir de là, évidemment. Donc à partir de la prison, bon, là, pour moi, bon, c'est quelque chose, on va en parler dans quelques minutes, mais c'est quelque chose de pas évident. Mais la première fonction de la prison, c'est de protéger la société de certaines personnes. Mais, okay. Soins, protection, donc réhabilitation. Alors, moi, où est-ce que j'interviens? J'interviens surtout ici, en fait. Ça, c'est mon activité première.
Avant, il y a quelques années, je travaillais ici, au Marronnier, à Tournai, où j'ai travaillé 5 ans, dans le soin, donc je prenais en charge les internés. Et puis je suis parti, et maintenant je travaille ici globalement, et je travaille ici. Au SPF Justice, je travaille comme psychiatre attaché aux services psychosociaux. Je remets des avis sur la réhabilitation des personnes. Donc, quand une personne, le directeur de la prison m'interpelle, me dit voilà, cette personne, est-ce qu'on pourrait lui donner des congés ou des PS? Je vois la personne, j'effectue les évaluations nécessaires et je me prononce quant à l'éventuelle réhabilitation de la personne. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu où je suis. Ça, j'aurais dû l'enlever puisque ce n'est plus d'actualité, mais bon, voilà. J'y suis passé aussi. Bon, ça tombe bien, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais... Alors, avant de parler d'autres, j'ai encore quelques minutes, mais avant de parler d'autres choses en termes de conclusion, quels sont les messages importants? Mais, historiquement, vous avez vu que c'est une discipline ancienne, voire très ancienne, puisque les premiers récits sont des récits de l'Antiquité, avec en substance les éléments tels qu'on les connaît aujourd'hui. En Belgique, elle est récente, dans son professionnalisme, 2015. Alors, ça aussi, c'est un élément important, indispensable dans un état de droit. Il faut savoir que les psychiatres, la fonction comme je l'exerce maintenant, elle a été utilisée historiquement dans plein d'endroits dans le monde, principalement des régimes autoritaires, où on utilisait les psychiatres pour interner les opposants du régime. Notamment, il y a toute une littérature passionnante que j'ai pu prendre connaissance, notamment en Europe de l'Est. Les goulags, etc. On utilisait les psychiatres pour colloquer ou interner les gens qui ne pensaient pas comme le régime. Il faut savoir que dans ma fonction ici, je suis extrêmement contrôlé. J'ai des boucles de rétrocontrôle partout. Chaque fois que je fais quelque chose, je suis susceptible de rendre des comptes. Et mes principaux interlocuteurs, c'est évidemment mes requérants, mais ça va encore. Mais il y a une petite fonction là qui intervient chaque fois que je fais quelque chose, ce sont les avocats. Parce que dès qu'une procédure est en cours, l'avocat débarque. Pour l'internement, dès que je dois prévenir l'avocat pour toutes les étapes, maintenant les avocats assistent aux expertises, ils ne peuvent rien dire mais ils assistent pour vérifier qu'on n'est pas maltraitant avec le client, il y a eu des abus dans l'histoire, etc., etc. Donc voilà, on est très très contrôlé. Et donc c'est pour ça que je dis que cette fonction, dans certains États, elle est toujours un petit peu, elle peut parfois dévier et être utilisée par certains régimes, donc totalitaires notamment. Et c'est une fonction en devenir, puisqu'il y a énormément de choses qui se développent actuellement, tant sur le plan procédural, technique, que sur le plan même des neurosciences. Tous les aspects criminologiques et autres qui sont en plein développement. Alors pour terminer, je cite quelques sources. Alors, il y a un roman qui est vraiment intéressant ici, qui est le roman L'Aliéniste de Caleb Carr, qui est un roman à la fois historique, mais aussi fictif, mais historique aussi, puisqu'il reprend un petit peu tout ce que je vais vous expliquer, en fait. C'est l'histoire d'un aliéniste qui doit travailler avec la police, et voilà, c'est un peu ce que je vous ai expliqué. Alors, le roman, ici, c'est vraiment un livre qui est très important sur le plan clinique. Sur le plan purement clinique, il n'y a pas d'histoire d'internement là-dedans, mais bon, voilà, je ne vous en dis pas plus. Cette affaire-ci est très intéressante, ce personnage notamment, l'affaire Helter-Skelter, donc, notamment par rapport aux expertises psychiatriques, et ça rejoint le film ici, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Bon, probablement toutes les personnes ici l'ont vu, mais ça illustre bien deux choses. C'est le fait que ce monsieur qui est là, qui est là pour un viol, se fait passer pour fou, et trompe les psychiatres, ça arrive, et il se retrouve dans un hôpital, au lieu de se retrouver alors que sa place est en prison. Et mal lui en a pris parce qu'il va mal tourner. Et ce film illustre aussi toute la dérive autoritaire du système psychiatrique, notamment américain à l'époque, où ce monsieur en fait a voulu échapper à la prison pour ne pas être trop malmené, et sera particulièrement malmené dans une institution normalement dédiée aux soins. Alors j'avance un peu plus. Oui, il y a toute une série, ça c'est vraiment pour terminer. Dans ma pédagogie, j'aime beaucoup je trouve que honnêtement, enseigner le comportement, c'est extrêmement abstrait. Enseigner le comportement à des étudiants, c'est extrêmement abstrait. Et je trouve que c'est intéressant de s'inspirer de la littérature, du cinéma pour expliquer, pour
montrer les comportements. Et il y a dans le cinéma, dans la littérature, énormément d'exemples réalistes. Il y a pas beaucoup d'exemples réalistes, mais il y a des exemples vraiment très intéressants qui méritent que les étudiants qui voudraient se consacrer, pourquoi pas, à une discipline comme celle-là. Enfin voilà, c'est très inspirant et très intéressant. Je passe ici, bon, ça c'est un projet avec les méchants de James Bond aussi. Il y en a là-dedans qui sont vraiment des personnages hollywoodiens, pas réalistes, mais il y en a qui sont très très bien faits. Bon, je ne vais pas vous le dire, parce que je ne vais pas vous le dire, non. Et alors, il y a aussi un truc, il y a quelques années, j'ai travaillé sur le versant pédagogique des vilains de Disney. Je me suis posé la question, est-ce que quand des enfants de 4 à 6 ans vont voir un film de Disney, est-ce qu'ils ont perçu ce que sont les traits des vilains? C'est-à-dire, est-ce que ces vilains ont une valeur pédagogique? Alors, il n'est pas publié, il est un peu tombé enfin voilà, il est toujours là. Mais bon, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des vilains qui étaient très intéressants pour des enfants. Par exemple, quand vous voyez des enfants qui vont voir La Reine des Neiges, par exemple, et qui sortent du cinéma, et que vous leur demandez qui est le méchant de La Reine des Neiges, un enfant de 4 à 6 ans, hein, pas un trop grand, la plupart du temps, ils n'ont pas compris que c'était le prince hypocrite depuis le début. Mais il vous dit c'est le gros bonhomme de neige à un moment donné qu'on voit, mais parce que eux c'est comme ça qu'ils se représentent le vilain, c'est-à-dire un monstre qui fait peur, qui crie, qui tape, qui casse. Alors qu'en fait le vrai méchant de l'histoire, mais ça vous l'avez compris, c'est le fameux prince qui depuis le début ment à tout le monde. Et donc je pense qu'il y a une valeur pédagogique à certains. Alors j'ai pris Disney, mais on aurait pu prendre d'autres choses. Et donc voilà, ces supports sont importants sur le plan pédagogique et en tout cas, moi je les utilise beaucoup. Alors je vous ai mis d'autres références ici, qui sont des références qui complètent et certains ouvrages vraiment, bon, particulièrement, normalement celui-ci, hein, de Michel Gazzaniga, Le libre arbitre et la science du cerveau, qui est un ouvrage moi qui m'a beaucoup marqué sur comment explique-t-on le passage à l'acte des personnes, voilà, pourquoi est-ce que les gens viennent à commettre ce qu'ils font, à faire ce qu'ils font. C'est très très intéressant. C'est à la frontière entre la science, la philosophie, la sociologie. Un livre de Pierre Legrand ici, Psychopathologie du mal, très intéressant également. Enfin voilà, il y a plusieurs éléments qui sont à votre disposition et j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie beaucoup Samuel Lestet pour l'intervention et je vous propose immédiatement de poser l'une ou l'autre question, de faire des commentaires. C'est toujours la première la plus compliquée. Quelqu'un se lance? Bon, oui. Tu as cité tout à l'heure, tu as expliqué en détail 2 histoires, l'enfant dont la coupe est la tête, puis tu as cité une affaire américaine qui a donné lieu à des nouvelles lois, etc. Mais tu n'as pas expliqué l'histoire en question. Voilà. En fait, c'est une histoire un peu moins exotique que les précédentes. C'est simplement un monsieur, donc Grégoire McNaghten, qui a assassiné le Premier ministre de l'époque, Robert Peel. Donc il l'a poignardé. Et là aussi, il n'y avait pas on n'a pas retrouvé d'éléments de rationalité dans son acte. Et c'est pour ça qu'à partir de ces critères de McNaghten, ils ont dans le corpus anglais évoqué l'irresponsabilité pénale, ou ils appellent ça l'irresponsabilité absolue, je pense, littéralement. D'autres questions? Oui, vous dites que vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes combien à faire ce métier en Belgique? Première partie de la question. Et j'imagine qu'en fait, la justice évolue et que donc les cas où on a besoin d'expertise telle que la vôtre se multiplient de plus en plus. Et donc, étant donné que vous n'êtes pas nombreux,
et que vous risquez pas d'être de plus en plus nombreux étant donné le processus pour arriver jusqu'à ce genre de charge, est-ce que vous ne vous retrouvez pas un peu dans un vase clos à rencontrer des cas qui auraient pu être vos patients ou des gens que vous avez croisés de près ou de loin dans vos autres métiers? Est-ce qu'il n'y a pas justement un souci de proximité avec la personne qui doit être jugée, enfin estimée, expertisée? Alors non, nous ne sommes pas nombreux. C'est même gentil de le dire comme ça. Je ne sais pas vous dire combien, mais on est peu nombreux. J'ai pas de chiffres à vous donner, mais moi, pour ma part, j'interviens partout, même maintenant en Flandre. Alors que, bon, la langue, enfin voilà, on se fait aider par des interprètes et tout ça. Et même pour les parquets flamands, quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Et en plus, on n'est pas nombreux et je suis probablement l'un des plus jeunes. Donc c'est pour ça qu'on essaye de promouvoir la discipline et enfin, on essaye vraiment. D'autre part, effectivement, ce que vous dites est juste. Moi, il m'est arrivé. Alors, quand on rencontre quelqu'un qu'on a eu dans le cadre du soin, ben, on doit se déporter et c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Et ce qu'on a parfois aussi, c'est que moi, je revois parfois les mêmes personnes. Alors ça ne pose pas de problème. Par exemple, des gens qu'on a expertisés il y a une année, qui recommettent des faits, qu'on revoit, on fait ce qu'on appelle une réactualisation. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait. Mais il est arrivé parfois d'avoir des situations où, en prison notamment, ben, je rencontre des gens que j'ai eu en soins, par exemple dans une autre institution, et où c'est difficile, et on a d'énormes difficultés à trouver une solution. Mais en général, on en trouve, mais c'est parfois très compliqué. Donc oui, ça pose problème. Mais ceci dit, le problème du paysage des experts psychiatriques n'est pas spécifique à la Belgique. En France, c'est très très compliqué aussi. Je pense que c'est même pire vu la dimension du pays. Voilà, je pense que c'est même pire. Il y a une plus grande tradition dans les pays anglo-saxons où c'est quelque chose qui est beaucoup plus, entre guillemets, automatique, une carrière plus... Ça reste ici encore un peu considéré comme une carrière atypique. C'est un peu considéré, voilà, c'est comme une carrière atypique. En plus, l'image du médecin qui travaille pour la justice, dans le monde médical, c'est pas toujours bien vu. Parce que, enfin, bien vu. C'est-à-dire que il y a des médecins qui vous diront, qui par exemple, s'ils sont convoqués au tribunal et qui se retranchent le secret. En expertise, il n'y a pas de secret médical. D'ailleurs, il faut le signaler. Donc voilà, c'est pas quelque chose de répandu. C'est pas encore vraiment entré dans les mœurs, quoi. Et c'est pas assez connu non plus. C'est pour ça qu'on essaye d'expliquer le métier. Alors on sait que ça existe. C'est pas très bien comment ça se passe. Mais je pense qu'il faut faire un gros effort de pédagogie. Et en Flandre, ils ont d'ailleurs ouvert une chaire à l'université d'Anvers de psychiatrie légale qu'un de mes collègues dirige. Et ça, c'est une excellente initiative on devrait s'en inspirer à Bruxelles et en Wallonie, parce que ben voilà, il y a une chaire, c'est une chaire à 4/10, je pense, mais elle mérite d'exister. Et il y a plus en Flandre ce côté anglo-saxon, c'est-à-dire où c'est plus voilà, c'est plus simple, c'est démystifié, quoi. En France aussi, j'ai aussi allé en France, c'est un peu la même chose qu'en Belgique, quoi. Oui, bonsoir. J'ai deux petites questions. Vous parliez tout d'abord des ethnopsychiatres et de leur rareté. Et donc, je me demandais, qu'en est-il du coup dans l'expertise face aux patients étrangers? Et aussi, peut-être dans cette continuité-là, la rencontre aussi des attentes sociales, la question aussi de la normalité, avec cette différence peut-être culturelle et justement les grandes affaires médiatiques, où peut-être des fois on renvoie vers la question de la santé mentale. Qu'est-ce qu'il en est? Je pense par exemple au terrorisme, où en France il y a eu des psychiatres qui ont pris parole. Voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Merci. Alors, les ethnopsychiatres, effectivement, moi j'en connais un, qui est quelqu'un de voilà, qui a participé à des expertises, à des procès et tout ça, mais j'en connais un. Donc voilà. Alors la dimension culturelle, elle est primordiale, mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on devrait probablement, dans un monde idéal, prendre plus en compte, certes, mais c'est voilà, on fait avec les outils qu'on a pour l'instant. Alors concernant les procès, alors on a tendance pour l'instant à psychiatriser beaucoup de choses, à médicaliser beaucoup de choses et à psychiatriser beaucoup de choses, dont le terrorisme. Alors modestement, c'est un domaine que je connais bien puisque j'ai travaillé sur les affaires de Paris et de Bruxelles. Et alors que on ne devrait sûrement pas psychiatriser la problématique des comportements radicaux et extrêmes comme ceux du terrorisme, parce que la littérature le dit bien, a priori, il n'y a pas de malades mentaux, ou très peu, chez les terroristes. Mais on a effectivement les médias, les mots qui sont utilisés. On utilise 36 mots dans les médias, particulièrement dans des affaires médiatisées. Et donc, il faut être extrêmement prudent. Et donc là aussi, je trouve qu'il y a un rôle de pédagogie à avoir sur de démystification de la maladie mentale, des termes qu'on utilise. Par rapport au terrorisme, j'ai eu l'occasion de vraiment discuter à beaucoup de reprises avec des gens qui travaillaient dans ce domaine-là et qui disaient effectivement, ces gens sont dans leur mode de pensée très rationnel. Et il n'y a pas il y a vraiment cette tendance visant à psychiatriser tout et n'importe quoi et de mettre des étiquettes. La santé mentale, en fait, depuis quelques années, elle prend énormément de place. Alors, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien parce que c'est longtemps, elle est restée un petit peu en arrière. Mais d'un autre côté, on a tendance à tout vouloir expliquer à travers des troubles mentaux, quoi. Et ça, c'est évidemment un problème aussi. Merci. Tu as cité donc le cas des terroristes qu'on ne peut pas mettre dans la case malades mentaux, etc. Je vais peut-être poser une question bateau. Quid des crimes de guerre, problèmes internationaux, style Poutine, etc. Les gens disent il est fou. Est-ce qu'un gars comme ça est fou, pas fou, ou on met la limite entre soif de pouvoir, intérêt personnel, folie? Alors, je vais répondre de manière très générale parce que je ne connais pas Poutine, évidemment, mais tout ce que je peux dire, c'est que on dit il est fou, c'est vraiment une défense de dire quand on voit quelque chose d'horrible, il est fou, c'est fou, parce que ça permet aussi de prendre de la distance par rapport à des comportements totalement irrationnels. Et donc, ce côté, c'est vraiment défensif quand on dit quand quelqu'un commet un acte et qu'on se dit c'est fou, c'est purement défensif. Alors je pense qu'à ce niveau-là, c'est mon avis, hein, moi je ne pense pas que Poutine soit fou, pas du tout. Il n'a pas, voilà, il est pour les. Maintenant, il n'est pas fou, mais je pense aussi qu'il a probablement, de par son histoire, il a quand même une histoire très particulière, développé des traits. Comme on voit souvent dans les régimes totalitaires, le dénominateur commun de dirigeants comme ça, un peu autoritaires, c'est des traits un peu paranoïaques, hyperactifs. Donc je pense qu'il y a des éléments de cet ordre-là, mais après, moi, ma conviction personnelle, c'est qu'il n'est pas, on doit, c'est un exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'exemple de dire, oui, il est fou pour faire ce qu'il fait. Il y a probablement derrière tout ça des choses qui m'échappent complètement en termes d'analyse et je ne suis pas compétent, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse l'inscrire dans une des catégories. Je ne pense pas sa place est en psychiatrie, je ne le pense pas. Mais je peux difficilement en dire plus. D'autres questions? Je vais me permettre une question rapide. Alors, dans les missions, tu disais qu'il était demandé si la personne, au moment des actes,
était irresponsable, pour le dire rapidement. Est-ce que, comme expert, tu as le droit de dire « je ne sais pas » ou tu es obligé de répondre et qu'est-ce que ça va impliquer? Non, non, je ne sais pas, comme je dis toujours, je ne sais pas. Donc je ne sais pas est une bonne réponse. Maintenant, on ne peut pas se contenter de dire je ne sais pas, il faut quand même expliquer les difficultés auxquelles on est confronté. Mais ce matin, j'étais en cour d'assises à Bruxelles et on m'a posé des questions sur un dossier. Donc on témoigne aussi en cour d'assises. Hein. Donc là, on se retrouve devant un jury populaire, devant une cour, et on doit répondre aux questions d'un rapport qu'on a déposé généralement 2 ans avant. Donc il faut se remémorer un peu les histoires. Et au matin, on m'a posé des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Et donc je dis je ne sais pas répondre. Je n'ai pas la réponse. Je trouve que c'est une bonne réponse, personnellement. Maintenant, c'est vrai que le versant judiciaire aime bien quand on amène des réponses rationnelles, claires, évidentes, mais on est vraiment dans une position de communication et de style, bien que, de nouveau, je le dis, hein, ils s'intéressent à la terminologie, de la psychologie, tout ça. Enfin, on commence à parler un peu plus le même langage et nous, on nous oblige à nous intéresser aux lois. Donc, on a une connaissance. De toute façon, c'est pas possible de pratiquer l'expertise sans connaître les lois. Et donc, on a une bien meilleure communication maintenant. Plus de questions? C'est une question de curiosité parce que tout à l'heure, on parlait par rapport à l'Église et le rapport avec le mariage et j'ai pas trop compris de quoi ça parlait en fait. Quand j'ai préparé cette présentation, j'ai lu beaucoup d'éléments historiques et l'Église revient régulièrement. Donc, parce que j'ai lu beaucoup sur ce qui se passait en Europe, évidemment, mais et l'Église posait des questions sur, en fait, dans le récit historique, il y avait à un moment donné la maladie mentale, lorsqu'elle était présente, on ne pouvait pas se marier, par exemple. Il y avait des critères, donc il y avait des critères comme l'Église, à un moment donné, reprit des critères très, très stéréotypés, comme ça, du profil, en fait, hein, c'est ce qu'on fait, avec des conséquences sociétales non négligeables, c'est-à-dire pas d'accès au mariage pour les malades mentaux, ce genre de choses, quoi. Ça a évolué après, évidemment, mais il y a eu pas mal de choses de cet ordre-là. Si personne ne souhaite plus la parole, je remercie encore chaleureusement notre intervenant du jour. Je vous propose de poursuivre la discussion devant un verre et je vous invite le 16 mars pour la dernière conférence de ce cycle. Ce sera Jean-Noël Missac qui nous parlera de la naissance de la psychiatrie biologique.